Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de sémantique et d'accessibilité. Alors d'abord, la sémantique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, certains d'entre vous le savent peut-être, c'est une branche de la linguistique, qui a pour but d'étudier le signifiant et le signifié, qui sont les deux phases d'un mot, le signifiant étant ce par quoi le mot est représenté et le signifié ce qu'il représente, sa signification, son sens. Et dans le domaine du web, on entend souvent l'expression d'un site sémantiquement correct ou bien sémantiquement valide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a construit notre site de sorte à lui donner une structure logique et de lui donner un sens. Comment on a fait ça? Eh bien, en fait, on a tout simplement utilisé la bonne balise pour baliser notre élément en fonction de ce qu'il signifie. Je vais tout de suite vous montrer un exemple qui sera bien plus parlant pour comprendre. Donc voici un exemple euh, plus parlant. On a deux pages qui semblent tout à fait identiques, avec chacune un titre, un sous-titre, un paragraphe et en dessous une citation. Euh, donc voilà. Visuellement, ça paraît être la même chose, cependant, cette page-ci n'est absolument pas sémantique. Pourquoi? Lorsqu'on regarde le code, on se rend compte que chacun des éléments a été mis dans des paragraphes. Or, ici, on a un paragraphe, c'est un titre, en dessous un sous-titre. Ici, bon, coup de bol, on a un paragraphe, et en dessous, on a une citation. Bon, c'est un paragraphe aussi, mais sémantiquement, c'est une citation, puisqu'elle a des guillemets, etc., etc. Alors qu'ici, on a quelque chose de beaucoup plus sémantique et de beaucoup plus logique. Notre titre est effectivement dans un H1, notre sous-titre dans un H2, notre paragraphe dans un paragraphe et notre citation dans un bloc quote. Alors, tout ça vous semble peut-être évident. Vous allez me dire, mais tant mieux. Ça veut dire que vous arrivez à faire quelque chose qui est plutôt subtil, c'est de réussir à séparer le fond de la forme. Mais c'est pas toujours évident. Par exemple, le premier cas qui me vient à l'esprit, c'est lorsqu'on vient à utiliser des frameworks CSS tels que le Twitter Bootstrap, Foundation et compagnie. Qu'est-ce qui se passe? Euh, on vient mettre dans notre HTML tout plein de classes qui vont venir mettre en forme de la manière dont on souhaite nos éléments. Et justement, là, on oublie un peu le côté principal, ce pourquoi a été inventé le CSS, c'est justement de séparer le fond de la forme. Et quand on vient bourriner notre HTML avec plein de classes pour le styliser, on oublie un petit peu la signification de nos éléments et qui s'efface derrière la mise en forme imposée par les classes du Bootstrap et compagnie. Deuxième cas qui peut arriver, et là c'est beaucoup plus subtil et c'est là où il faut vraiment faire attention. Par exemple, sur ce site, qui est un petit site que j'ai dû réaliser lors de mes cours sur un peintre, et j'ai une galerie d'images. Par exemple, cette galerie, on a plusieurs possibilités. On peut se dire, bon, bah là on a une liste d'éléments, un UL avec un LI dans lequel on a une balise IMG, et bon, là on s'est dit, je vais être un peu plus sémantique, je vais mettre un H1, H2, H3 en fonction du niveau dans lequel on est dans la page, pour le nom du tableau, et ensuite des petits paragraphes pour les différentes caractéristiques. Autre possibilité, on peut se dire, bon, bah tout ça c'est un tableau qui comporte deux colonnes, avec euh, à gauche une balise IMG pour le tableau, et à droite des paragraphes ou tout ce qu'on veut pour le descriptif. Ça, c'est si on ne détache pas le fond de la forme. Moi, ici, je vois plutôt une liste de définitions où notre tableau serait le terme à définir, et la définition, eh bien, ce serait le nom et les différentes caractéristiques. Et effectivement, si on inspecte le code, c'est ce que j'ai fait. Mon, euh, mon tableau est dans un DT pour data term, et le, les définitions, les caractéristiques sont dans des DD, Definition Data. Donc voilà, après c'est vraiment à chacun de juger. Pour moi ça me semble beaucoup plus logique puisque cette image-là a un lien direct avec le texte qui est ici. Dans un LI avec une balise IMG et des H1, H2, on n'a aucune corrélation entre les deux. De même dans un tableau. Alors que lorsqu'on utilise une liste de définitions, euh, inconsciemment, je dirais, on donne un lien entre ces deux éléments, ce qui n'est pas possible avec
une liste simple ou un tableau. Après tout ça, vous pouvez vous demander, bon, c'est bien joli de mettre un lien entre ces deux choses, mais à quoi ça sert concrètement? Eh bien, tout simplement, et vous le voyez peut-être venir, ça va servir à optimiser le référencement naturel. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe quand un utilisateur tape une recherche dans son navigateur préféré? Le moteur de recherche va regarder les sites, mais vous vous doutez bien qu'il ne va pas les consulter entièrement chacun pour savoir s'ils répondent effectivement, oui ou non, à la requête de l'utilisateur. Pour comprendre ça, on peut essayer de comparer la chose. Par exemple, vous cherchez un livre de recettes ou une recette précise et vous vous rendez dans une bibliothèque. Premièrement, vous n'allez pas vous diriger vers le rayon du sport. Vous avez relativement peu de chances de tomber sur le livre qui vous intéresse. Vous allez aller plutôt vers les rayons gastronomie, cuisine, etc., etc. Et une fois que vous êtes dedans, vous allez rechercher en fonction du thème de votre recette les livres qui vous intéressent. Et là, admettons, vous tombez sur un premier bouquin où l'auteur n'a pas été intelligent du tout. Il a mis toutes ses recettes en vrac, il les a pas triées, rien. Le bouquin, il fait 800 pages, il y a 3000 recettes dedans. Si vous voulez savoir si votre recette elle est à l'intérieur, vous n'avez pas le choix, vous tapez tout le bouquin. Si vous avez de la chance, elle est dans les premières pages. Si vous n'avez pas de chance, elle n'y est pas. Et vous avez lu un bouquin de 800 pages pour rien du tout et vous avez perdu énormément de temps. Deuxièmement, vous trouvez un bouquin où l'auteur a été un petit peu plus malin, mais pas beaucoup. Lui, il s'est dit, bon, je vais faire un index et quelques recettes, je vais les trier par époque. Des recettes qui se faisaient plus dans les années 50, les années 60, etc. D'autres, je vais les trier en fonction des ingrédients qui les composent. Et enfin, je vais trier les dernières par ordre alphabétique. Bon, là, il y a au moins un tri, ça devient un petit peu plus logique et vous allez trouver votre recette plus facilement. Mais c'est pas du tout optimisé. En revanche, si vous avez un troisième livre où là l'auteur a été complètement malin, il a fait une table des matières où d'abord il a trié les recettes par époque, il les a, admettons les années 50, 60, etc. Dans ce chapitre-là, il a mis des sous-chapitres où il a trié les recettes par catégorie, plat, entrée, dessert, etc. Et enfin, il a fait des sous-sous-chapitres où il a classé chacune des recettes par ordre alphabétique. Et là, en quelques secondes, vous allez pouvoir trouver la recette qui vous intéresse. Eh bien, le navigateur, c'est exactement pareil. Lui, au lieu de rayons généraux comme sport, etc., il va se servir des méta, donc les descriptions, les mots-clés, etc., etc., tout ce qu'on peut mettre comme indice pour aider le moteur de recherche à trouver votre site. Mais il va aussi et surtout regarder le plan de votre document. Et c'est là où il est important d'avoir un site sémantiquement correct et d'avoir structuré son document de manière logique. Parce que lui, ce qu'il va regarder, c'est principalement ça. Et en ne regardant que ça, il doit pouvoir comprendre de quoi votre site parle. Par exemple, si je reviens sur ma galerie d'images et que je regarde le plan du document, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je me dis, imaginons que je cherche un tableau d'Edvard Munch, enfin, je ne sais jamais comment on présente, comment on prononce, c'est pas grave. Là, j'arrive sur cette page, bon, de quoi elle parle? Ah, Edvard Munch, super, c'est le peintre que je cherche. Après, on me dit, ah, les œuvres les plus marquantes. Ça tombe bien, moi je cherche un tableau qui est bien connu, et c'est Le Cri. Et vous voyez qu'en ayant lu que les deux premiers titres, je sais déjà de quoi la page elle parle. Si j'avais pas suivi une structure sémantique logique et correcte, eh bien j'aurais été un peu perdu et je me serais, même si l'information y était, mais qu'elle était mal structurée, j'aurais perdu du temps à la chercher et je ne serais pas resté sur ce site et je serais allé voir ailleurs. Or là, en ayant lu les deux premières lignes, je sais de quoi ça parle et ensuite eh ben, j'ai les tableaux les plus marquants, etc. etc. Et en premier, paf, j'ai celui que je veux. Mais voilà. Bon, c'est un exemple assez simple. Forcément, après, on aurait pu affiner, mettre des H4, des H5, etc., etc., pour affiner de plus en plus la recherche. Mais voilà, ça donne une idée de comment fonctionne le navigateur et comment on peut optimiser au mieux en respectant une structure sémantique et en réfléchissant un tant soit peu à ce que l'on fait quand l'on code. Bien, maintenant on va passer à la partie accessibilité. Donc, qu'est-ce que c'est que l'accessibilité? C'est surtout à ne pas confondre avec l'ergonomie, même si c'est très lié. L'accessibilité, elle, ça définit enfin, tout ce qui sert à rendre accessible à tout le monde
donc c'est-à-dire les personnes atteintes de handicap, les malvoyants, les aveugles, etc., etc., qu'ils puissent consulter votre site et le comprendre surtout. Tandis que l'ergonomie se rapproche plus de l'expérience utilisateur, où là, on va faire en sorte que notre site soit facilement utilisable, consultable et qu'il respecte certaines conventions. Exemple tout bête, c'est par exemple si je reviens sur mon site, on s'attend lorsqu'on survole un élément cliquable, comme un lien, une image, etc., à ce que le curseur de la souris se transforme en une petite main pour nous dire, bon bah là attention, tu es sur un truc que tu peux cliquer. Si tous vos liens ou tous vos éléments cliquables restent sur la petite souris habituelle, on ne va pas forcément comprendre que l'on peut cliquer dessus et aller voir plus loin où est-ce que ça nous amène. Et c'est problématique. Mais là, on est plus dans le côté de l'ergonomie que de l'accessibilité. Alors, comment rendre son site accessible? C'est pas non plus très compliqué, mais vous devez savoir qu'il existe des navigateurs vocaux. Qu'est-ce qu'ils font ces navigateurs vocaux? Eh bien, ils vont lire l'intégralité de votre site, de votre document, de vos pages HTML, en énumérant les éléments dans l'ordre dans lequel ils apparaissent. Et là, on en revient sur le côté sémantique. Si vous n'avez pas choisi une structure, si vous avez mal structuré votre document, ce sera complètement incompréhensible pour les personnes utilisant les navigateurs vocaux. Alors, en plus de respecter une structure sémantique, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre notre site accessible? Eh bien, c'est tout bête. On peut utiliser des attributs. Et on va voir qu'en utilisant quelques attributs, on ne va pas voir toutes les astuces, toutes les failles, ce serait beaucoup trop long et complexe, mais on va voir deux exemples très, très simples, mais qui donnent une bonne idée de comment rendre un site accessible facilement. Donc je disais, on peut utiliser les attributs, car certains attributs vont être lus par les navigateurs vocaux et qui vont pouvoir donner des informations aux utilisateurs qui ne peuvent pas voir visuellement votre site. Et là, c'est pareil. Il va falloir aussi réussir à se détacher de la forme pour pouvoir permettre aux personnes qui n'y ont pas accès de comprendre votre site. On va commencer par les images, où là, on a trois liens, trois balises IMG qui sont pas forcément valides, mais qui ont chacune un défaut ou alors une qualité. Premier truc, le truc à pas faire, c'est de balancer une balise IMG en mettant le lien comme ça, sans rien préciser d'autre. Pourquoi? Parce que le jour où votre image n'est plus disponible, eh bien, il n'y aura plus d'image et il n'y aura rien pour indiquer qu'à l'endroit où elle est censée apparaître, qu'il y ait une image, si ce n'est le petit carré que l'on voit souvent, qui nous dit « Ah, là il y a un petit problème, on n'a pas d'image ». Deuxième chose, c'est de rajouter un attribut alt. Là, c'est un petit peu mieux. On se dit, bon, j'ai mon image, mais si un jour j'ai un problème, j'ai un attribut alt qui va être mis en remplacement de l'image si jamais elle n'est pas chargée et qui va se mettre là. Donc, on n'aura plus le petit carré, on va avoir l'attribut alt. Sauf que mettre un attribut alt comme celui-ci, c'est complètement con. Puisque au lieu d'avoir une image, on va avoir le texte une image. Et ça sert à rien et ça n'aide. Enfin, il n'y a vraiment aucune utilité de mettre ça. Donc ces deux lignes-là sont quasiment identiques puisque rajouter un attribut alt de cette manière, ça n'a strictement aucun intérêt. En revanche, ici, on a quelque chose de beaucoup plus intéressant. On a un attribut alt qui vient définir l'image qui est censée être chargée. Si jamais celle-ci ne l'est pas, on a ce petit texte de remplacement qui va être mis à la place et on pourra se dire, bon, bah là, il y a peut-être eu un souci, mais je sais qu'à cet endroit-là, il est censé y avoir un portrait de Casimir préparant son Glooby-Boulga. Dans le cas des navigateurs vocaux, c'est justement l'attribut alt qui va être lu, puisque ça ne sert à rien de dire, pour les aveugles par exemple, ça ne sert à rien de mettre des images, ils ne vont pas les voir de toute façon. En revanche, lorsqu'ils vont arriver au niveau de votre balise IMG, le navigateur vocal va dire, bon, bah là on a une image, c'est un portrait de Casimir préparant son Glooby-Boulga. Personnellement, et là je précise que c'est un avis vraiment personnel, au niveau des images, j'ai jamais bien compris à quoi ça servait, puisque les aveugles, qu'on leur dise portrait de Casimir préparant son Glooby-Boulga ou qu'il n'y ait strictement rien, à moins qu'ils arrivent à imaginer dans leur tête le truc, il y a quand même peu de chances que ça les intéresse, même de savoir ce que l'image représente, puisque de toute manière, ils la verront pas mieux. En revanche, pour les liens, c'est différent. Là, on a quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Pareil, le truc à pas faire, c'est de balancer une balise A avec un href tout con et sans rien préciser d'autre. Parce que là, quand le navigateur vocal va arriver sur une telle balise, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, bon, bah là, on a un lien, mon lien. Super.
on a un maximum d'informations, on est vraiment bien servi, on ne sait pas du tout ce que ça fait, et on va être redirigé quelque part, mais on ne sait pas où. Bon, bien entendu, ici on peut mettre du texte, mais voilà, l'utilisateur il ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Ici, pareil, au lieu d'un attribut alt, on a l'attribut title qui va faire une petite infobulle lorsqu'on va survoler notre lien. C'est cet attribut qui va être lu par les navigateurs vocaux. Là, on va dire, ah, bon, bah, j'ai un lien, cliquez ici. Pareil, c'est évidemment complètement con, puisque les liens, généralement, on sait qu'il faut cliquer dessus, et il suffit pas de claquer des doigts ou de cliquer 150 mètres à côté. On se doute bien que pour aller où le lien nous mène, il faut cliquer dessus. Donc mettre un title, cliquer ici, c'est complètement inutile, autant ne pas le mettre. En revanche, rester sémantique et détacher le fond de la forme, ça peut être utile. Quand on met par exemple un title de ce type-là, où généralement, moi ce que je fais, je commence par un verbe qui indique ce que va faire le lien. Là, je dis, bah, ce lien redirige vers le site officiel de Casimir. Là, au moins, quand le navigateur vocal va arriver là-dessus, la personne qui utilise ou qui visualise votre site va se dire, ah bah là j'ai un lien, je sais que ça va m'amener sur tel ou tel site. Et c'est déjà beaucoup plus utile que les deux exemples que l'on a ici. Donc voilà, c'était deux petits exemples que je voulais vous montrer qui sont relativement basiques, mais qui donnent une bonne petite idée, je pense, de comment rendre un site accessible et sémantique. J'en ai terminé pour cette petite vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, si vous êtes arrivé jusque-là. Je vous demanderai d'être indulgent puisque c'est mon premier tutoriel, donc le son ne sera certainement pas terrible. Je n'ai pas de micro, je n'ai pas le matériel qu'il faut. Si vous avez des remarques, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Vous avez mon mail ici. Vous pouvez me suivre sur Twitter ou me contacter via Twitter si vous avez des questions. Je répondrai avec plaisir. Merci beaucoup et peut-être à bientôt pour un prochain tutoriel. Au revoir.